Alors ce que je peins, ce sont des tableaux, c'est-à-dire des surfaces planes. Alors l'idée ne va pas forcément de soi, parce que des artistes se sont posé cette question de l'opportunité de peindre sur une surface plane, sur une toile tendue, et notamment les artistes du mouvement support-surface. Et moi-même, à la fin des années 1980, je me suis interrogée sur cette question de la planéité du support et de son caractère opaque qui constitue un fond à partir duquel il s'agit de travailler et de poser des tâches, des lignes, etc. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai travaillé sur du PVC souple et transparent. Donc je suspendais, je faisais des carrés que je suspendais verticalement. Et je posais dessus de la couleur vitrail, donc transparente aussi. Et les mélanges colorés se faisaient par superposition par la transparence. J'ai été fascinée, et je le suis toujours, par ce que j'appelle le phénomène de la vitre. Quand on est devant une vitre, on voit au-delà, en face de soi, mais aussi le reflet de soi-même et de ce qui se trouve derrière soi. La vitre provoque donc une conjonction de plans où l'on perd la notion de la perspective avec un point de fuite et un espace de pièces quadrangulaires. Et cette conjonction de plans m'intéresse et continue de m'intéresser actuellement, alors que finalement, il m'est apparu plus intéressant de travailler à partir d'un fond opaque que d'utiliser la transparence réelle. Alors, à partir du moment où la surface, le plan du tableau est opaque, qui constitue un fond, l'impression de profondeur et même d'infini va être créée par la superposition de différentes interventions, gestes, lignes, taches, empreintes, plages de couleurs pulvérisées, et cela au moyen d'outils très différents. Et dans ce va-et-vient d'éléments qui vont venir en avant ou aller en arrière, intervient bien sûr la couleur, puisque des couleurs claires ont tendance à avancer et les couleurs foncées à reculer. Alors il y a un artiste qui est aussi écrivain, Jean Arnaud, qui parle d'espace feuilleté. Ça, je trouve que c'est une expression intéressante. Alors, j'utilise une technique qui est la tempera, technique à base d'œuf, qui donne une pâte fluide, beaucoup moins grasse que la peinture à l'huile sortie des tubes, et qui me facilite ce travail de superposition des strates. Sa fluidité m'oblige à travailler à plat et me permet d'utiliser différents outils, notamment un pistolet à peindre et des raclettes pour étaler la couleur à plat. Donc les motifs qui, par pulvérisation par exemple, sont recouverts d'une fine couche de couleur, vont jouer comme dans un entre-deux. Certaines plages de couleurs seront complètement enfouies et d'autres ne joueront que par transparence. Je procède aussi à des empreintes à l'aide de tissus que j'imprègne de couleurs et que j'applique en positif sur la toile, ou bien que j'humidifie et je les pose pour enlever la couleur et faire apparaître, donc de ce fait en négatif, les strates en dessous.
Alors le tableau est fait à partir d'une toile qui va être tendue, mais qui au départ est souple. Et quand je me sers de ces textiles pliés, froissés, c'est comme poser l'empreinte de la mémoire de la toile à l'état naturel. Bon, mais visuellement, ces empreintes renvoient plus ou moins clairement à des plis et à une draperie. Alors la draperie a été traditionnellement beaucoup utilisée par les peintres autrefois, et elle est intéressante parce que elle se situe, elle, elle- elle- elle propose, elle inscrit sur le tableau l'image d'un qui est à la fois un volume et un plan. Le pli par ses creux et ses saillies fait oublier la planéité du plan du tableau et provoque, façonne un espace, crée un espace. Alors, il y a une chose que je préfère éviter, c'est l'idée d'horizon, la suggestion d'un horizon. Je préfère qu'on perde en quelque sorte un peu pied et que les visions soient multiples. Et à ce sujet, je pense aux Chinois, aux anciens peintres chinois, et il y a une sinologue, peintre et calligraphe, Yolène Escande, qui parle de ces multiples visions, et notamment à propos de la composition d'un rouleau vertical. Elle parle d'une vision à la fois spatiale et temporelle, où le seul repère est l'être humain. C'est la vision d'un voyageur qui gravit une montagne. Alors, elle précise, d'après un peintre chinois qui a écrit, que ce voyageur découvre d'abord la grandeur de la montagne. Il doit lever la tête. C'est le lointain élevé. Ensuite, il commence à gravir les contreforts, il poursuit son ascension et se retourne pour voir au loin. C'est le lointain distant. Enfin, la dernière étape lui offre une vision d'en haut. C'est le lointain en surplomb ou, d'après le mot traduit par Yolène Escande, ce serait le lointain plat. Alors ces multiples visions voilà, m'intéressent et je cherche quelque chose de cet ordre-là dans mes tableaux. Tu veux dire qu'à l'intérieur de ton tableau, tu considères qu'il peut y avoir plusieurs espaces. Oui, oui, c'est ça. Plusieurs espaces et plusieurs... enfin, ils vont participer d'un même espace quand même. Il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans le tableau. Mais qu'il y ait en tout cas des moments ou oui, des espaces, des lieux différents les uns des autres. Oui, c'est ce que je recherche. J'aimerais bien parvenir à ça. Oui. Que à travers cette diversité des lieux se dessine quand même un mouvement d'ensemble. Et néanmoins, tu parles plutôt d'espace mental. Pas seulement, aussi physique, parce que quand on regarde un tableau, c'est pas seulement mental. On a quand même une impression qui est physique aussi. Mais il y a pas de partie de ton tableau qui renvoie à un espace concret. Il peut y avoir plusieurs espaces, mais c'est jamais un espace à trois dimensions. Hmm. Ah, c'est un espace à trois dimensions, tout de même. Dans la mesure où on pénètre dedans quand même. Il y a une profondeur dans mes tableaux, tout de même. Mais ce n'est pas la profondeur de la perspective avec un point de fuite. Et c'est ça, c'est pas un espace, comment dire, de la perspective traditionnelle avec l'horizon et le point de fuite, c'est ça. J'évite cette notion d'horizon. Et alors, il y a un autre aspect de mon travail, c'est le cheminement.
Le tableau se fait pas à pas. Je n'ai pas de composition établie au préalable. Je ne fais pas de dessin préparatoire. Et j'aime être surprise en cours de route par de l'inattendu. Et ça grâce à l'indétermination dans le résultat du geste. Alors Diana Quimby le dit très bien dans le catalogue. Elle écrit que je procède selon une succession de choix, tout en cherchant un équilibre entre la maîtrise et le lâcher-prise. Et c'est cela, c'est-à-dire je choisis la couleur, une palette de couleurs quand je commence. Je choisis une plus ou moins grande viscosité de ma peinture, de la pâte. Je choisis la direction d'un geste, je choisis l'outil que j'emploie. Donc voilà, un certain nombre de choix, mais évidemment, le résultat me surprend quelquefois et la matière réagit. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je ne suis loin d'être la seule à, à le faire, à le penser ainsi. Bien d'autres artistes se sont intéressés à l'aléatoire et ont cherché à tirer parti du hasard. Et c'est le cas notamment de Monique Friedman, qui évoque dans le hasard, dans l'élaboration du tableau, elle raconte que pour sa série Les Dames de Nage, elle s'est mise un jour à travailler avec des bouts de ficelle. J'ai commencé, dit-elle, à les imprégner de pigments pour les appliquer sur un papier avec la main ou l'aide d'une presse, et sont apparues tout à coup des sortes de courbes qui m'ont intéressé dans la mesure où ça n'était plus mon geste qui faisait la ligne, mais quelque chose d'extérieur à moi-même. Et voilà, il y a une surprise et un intérêt pour moi à réagir au fur et à mesure. Après, à la suite d'un geste, eh bien, je regarde et il se peut que je sois confrontée à un ratage, à quelque chose qui ne me plaît pas, parce que c'est trop prégnant, par exemple. Je souhaite éviter qu'un élément accapare le regard, par exemple, au risque de figer l'ensemble de l'image, par exemple. Il y a des choses comme ça. Et puis ça peut ne pas me plaire, ça peut, voilà. Et à ce moment-là, je réagis soit en atténuant ce que j'ai fait, en masquant au moins en partie, ou en renforçant au contraire pour que cet élément prenne une autre forme, ou en créant un contrepoint de sorte qu'il capte moins l'attention, etc. Donc c'est tout un jeu pour moi, et le tableau s'élabore ainsi au fur et à mesure de mon travail. Alors, pour revenir à Monique Friedman, elle cite aussi une phrase d'Edmond Jabès, qui dit, en dernière analyse, la question reste celle-ci: s'exprime-t-on, ou, conscient de cette impossibilité, accepte-t-on de prendre à son compte ce que l'œuvre seule exprime? Et j'ai noté aussi une phrase du sculpteur Eduardo Chillida, qui dit, à propos de son travail probablement, et peut-être de l'art en général: c'est une aventure où il y a une chose qui est déjà accrochée avant de partir. Il y a un contact avec les motifs de l'aventure intérieure. Alors là aussi, c'est quelque chose qui me paraît mystérieux. Et pour moi, cette accroche de départ, je dirais que c'est la volonté de proposer un cheminement du regard. C'est je voudrais que le regard puisse aller d'une partie à l'autre du tableau,
attiré ou euh, par une sorte de parcours. Et pour cela, faut plusieurs choses. Il faut qu'il y ait des rapprochements, qu'il y ait des directions. Les rapprochements peuvent être de couleur ou de forme. Et je dirais peut-être ce cheminement du regard peut se faire à la faveur d'analogies en fait entre certains éléments. Alors je ne sais pas si j'ai parlé des titres de mes tableaux. Je parle de lumière et je parle de mouvement. Et mes tableaux sont tous intitulés Clairs allants. Clair pour la lumière que génère la couleur et allant pour justement ce mouvement. Enfin, ce mouvement, c'est pas seulement le déplacement du regard, mais c'est le mouvement. Pour moi, le tableau, il doit parvenir à avoir un mouvement propre. En fait, c'est ça que je cherche à travers. C'était un pari un peu fou que je fais, que à la suite de toutes mes interventions successives, l'aboutissement sera de parvenir à une certaine cohérence malgré l'hétérogénéité des éléments et des interventions et des couleurs. Alors je reviens à l'idée d'analogie parce que ce cheminement du regard se fait dans mon regard à moi, mais aussi dans le regard du spectateur, du regardeur. Et dans l'éloge de la main, Henri Faucillon raconte une anecdote à propos d'Okusai qui est jolie. On dit qu'un jour devant le shogun, ayant déployé sur le sol son rouleau de papier, il y répandit un pot de couleur bleue, puis, trempant les pattes d'un coq dans un pot de couleur rouge, il le fit courir sur sa peinture, où l'oiseau laissait ses empreintes. Et tous reconnurent les flots de la rivière Tatsuta, charriant des feuilles d'érable rougies par l'automne. Tu parles de cohérence du tableau, tu parles de cheminement du regard, et tu parles aussi, tu dis que dans certaines circonstances, dans un certain moment d'élaboration de ton tableau, il y a quelque chose qui peut être figé. Alors c'est quoi qui est figé? Alors si, il me semble, là c'est à mes yeux, si une image s'impose trop, par exemple qu'on y reconnaît quelque chose d'un peu trop défini, ou bien qu'une forme s'impose au détriment du reste, cela me gêne. Je veux parvenir à ce que, quand je parle de cheminement du regard, c'est que d'une part, le regard peut aller partout dans le tableau et que rien ne le retient précisément en un point central. Je cherche cette fluidité, en fait, peut-être, je sais pas comment Tu la veux dire que qualifier. euh, est-ce que ça revient aux différentes perspectives dont tu parles Ben oui, c'est avec lié, avec les bien sûr. Chinois? Bah, c'est lié d'une certaine manière, c'est-à-dire que il ne s'agit pas pour moi de reproduire, d'ailleurs c'est tout à fait ça, parce que ce que je comprends de la peinture chinoise, c'est que justement les peintres les peintres de paysages, j'entends peut-être pas les peintres de fleurs ou d'oiseaux, mais les peintres de paysages conçoivent leur tableau, leur peinture comme justement un cheminement du regard, c'est-à-dire ce sont les différents lointains dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que il s'agit d'un paysage peut-être mental, en tout cas un paysage euh, qui n'est pas. C'est ça aussi d'être figé. Ce n'est pas une représentation que l'on contemple l'œil fixe. Tu veux dire que il pourrait y avoir plusieurs paysages?
Bah, il y a plusieurs endroits du paysage, il y a plus dans les peintures chinoises, que ce soit dans un rouleau vertical où justement le voyageur gravit la montagne, que dans les rouleaux, les fameux rouleaux où Les rouleaux horizontaux. Les rouleaux horizontaux, horizontaux. les rouleaux horizontaux où le paysage se déploie. euh, Et oui, je crois que j'ai évoqué tout à l'heure les oppositions. Je cherche à opposer une couleur claire, Oui, une couleur foncée, etc. Et tu me demandais à quel sens ça avait pour moi de faire oui, c'est cet ça. Qu'est-ce que tu exercice, en cherches? fait. Qu'est-ce que tu cherches dans ces oppositions? Bah, c'est peut-être c'est lié à ce déplacement du regard, à ce cheminement. C'est-à-dire qu'on passe, c'est comme dans les peintures chinoises, on passe de la montagne au lac, du lac à la cabane du lettré, etc. C'est-à-dire que c'est ça qui déplace le regard, c'est ça qui attire. C'est-à-dire c'est un il faut qu'il y ait cette force d'attraction un peu qui fasse. Et alors moi, avec mes moyens abstraits, je recherche quelque chose de comparable. Et pour qu'il y ait ce mouvement, j'ai constaté qu'il fallait qu'il y ait des échos qui se, qui se produisent entre une forme et une autre. Et ça peut être d'ailleurs par opposition, ça peut être aussi par analogie. En réalité, il y a les deux D'accord. courants possibles. Mais Tu veux dire euh, si un rouge d'un espace de ton tableau peut répondre à un autre rouge oui, dans un autre endroit, ben oui, il peut y avoir aussi un rouge qui entrerait en opposition oui. avec, alors avec quoi par Avec exemple? une autre couleur, par exemple une complémentaire, le vert. D'accord, Qui fait que, par exemple, le rouge va être exalté par la plus grande profondeur du vert. Si c'est un vert foncé, par exemple, ça peut rehausser. Alors là, c'est tout le jeu des couleurs après qui peut jouer, qui peut contribuer à, à cette animation de la surface, finalement, du tableau, hein. est-ce que tu joues aussi avec le vide dans tes tableaux? Oui, oui, un petit peu, bien sûr, parce qu'il faut, pour que les choses se déplacent, il faut qu'il y ait du vide. En fait, il faut qu'il y ait une suggestion de vide entre les éléments aussi. Il faut qu'il y ait de l'air, comme dirait Cézanne. Et la question des analogies, de couleurs et surtout peut-être de formes ou de lignes, c'est aussi ce qui va justement permettre au regardeur euh, de, de se laisser peut-être aller à des associations de pensée qui lui sera propre en fonction de son histoire, de sa sensibilité, de ses aspirations au moment où il regarde le tableau. Voilà. Donc là, c'est le regardeur qui voit au-delà des formes et au-delà de la couleur, et, bon, évidemment, les pattes de l'oiseau ressemblent à des feuilles d'érable. Et moi, je peins des tableaux abstraits. Mais malgré cela, justement parce que c'est peut-être aussi à travers l'abstraction, je ne cherche pas à représenter quoi que ce soit, à travers cette abstraction que les regards vont pouvoir se développer eux aussi et que les pensées vont pouvoir investir le tableau et l'enrichir. Tu veux dire que bien que ce soit, donc tu dis que tu fais de la peinture abstraite, euh, tu dis que dans tes tableaux, il y a quand même un devant et un derrière. Il y a des choses euh, qui semblent disparaître derrière. Mhm. Donc c'est comme si c'était un derrière qui pourrait avoir un sens. Ah ben c'est un espace quand même, hein, même si c'est abstrait. C'est-à-dire, Oui, c'est alors ça. j'évite que je fuis, j'essaye que aucune image trop prégnante ne vienne figer
je vais dire la composition, enfin le Je tableau. comprends. Et malgré ça, il y a quand même un devant et un derrière, il y a un haut et un bas, Oui, oui, il y a une droite et une gauche, bah oui, forcément, il y a hein. des horizontales et des Bah, il y a des obliques. horizontales, des verticales, alors j'aime bien les diagonales parce que justement ça évite l'horizon qui me paraît trop euh, poser justement un sol et un espace. Et est-ce que l'horizontale est plus stable que l'oblique? Ah bah je pense, ouais. Bah oui, l'horizontale, elle ramène au sol, au pied sur terre. Et on avait observé, enfin tu avais observé que euh, tu avais préparé plusieurs tableaux, peut-être c'était un ami qui venait, etc. Et donc tu avais sorti un certain nombre de tableaux que tu avais mis les uns à côté des autres dans ton atelier. Et tu avais été surprise de découvrir qu'il semblait y avoir des similitudes de composition euh, auxquelles enfin, Oui, auquel je n'avais pas pensé. que tu n'avais pas pensé et que tu n'avais pas observé auparavant, quoi. À aucun moment je ne cherche à reprendre des éléments de la composition d'un tableau antérieur quand j'en commence un nouveau. Tu te souviens de quelle similitude de composition il y avait? Ah, tu veux dire des tableaux exactement Ben, il semblait qu'il y ait des ressemblances frappantes Oui, il y a des choses qui se mettent plus à gauche justement, ou qui bon, il y a aussi le mouvement de gauche à droite qui est quand même on est en fait même si Monique Friedman parle de déjouer les automatismes, je pense qu'on en est c'est difficile en fait de faire abstraction du fait qu'on écrive de gauche à droite, que effectivement on a les pieds sur le sol en bas et qu'on a la tête plus haute, des choses comme ça malgré tout oui, bien sûr. Je ne pense pas que ce soit possible de s'affranchir complètement de cela, même si j'essaye qu'effectivement, par l'abstraction de mes tâches et de mes lignes, j'essaye, que je l'essaye, ne renvoie pas justement à ne reproduise, ne représente pas quelque chose de trop défini. Euh, Malgré tout, Euh, quoi, on est dans un espace, oui, où les choses peuvent être, oui, c'est ça, par l'abstraction, j'espère que les choses peuvent être petites ou grandes, par exemple. Tu veux dire, Euh, selon les personnes qui vont le regarder, oui, certaines pourront le percevoir petit et d'autres grand. oui, absolument, chacun y voit quelque chose, parfois de différent, et en tout cas quelque chose que je n'ai pas cherché à montrer. Hmm. C'est là le dépassement, la vie du tableau qui lui est propre après. Et Est-ce que il appartient à ceux qui le regardent. Alors tu me parlais des réminiscences d'une forme d'un tableau à l'autre. C'est dû aussi aux outils que j'utilise, peut-être qu'ils sont les mêmes, donc par moment... Effectivement, j'ai constaté qu'il y avait des choses qui revenaient, ou qui peuvent se prolonger même d'un tableau à l'autre. Et c'est une chose aussi qu'il m'intéresserait d'approfondir, c'est justement, je fais un tableau, puis un autre, puis un autre, et qu'est-ce qui se transmet d'un tableau à l'autre. Alors, au cours des dernières années, j'ai constaté que j'ai beaucoup diversifié mes outils et j'ai beaucoup complexifié les compositions. Qu'est-ce que je peux dire de cette transmission d'un tableau à l'autre c'est difficile. Mais j'apprends. Mes tableaux m'enseignent les effets possibles d'associer telle couleur avec telle autre. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai des palettes qui s'installent aussi, que je prends, c'est pas l'habitude, mais j'aime associer par exemple deux couleurs. Euh, je- j'ai j'ai découvert que l'une renforce l'autre, ou au contraire, ça c'est l'expérience en fait, c'est le travail lui-même qui fait son travail à travers moi.
Est-ce que tu te parles à toi-même quand tu travailles? Vas-y, fonce, plus vite. Oui, c'est ça. Et ne pas hésiter, ne pas renoncer, ne pas hésiter à, à pousser plus loin. Au C'est-à-dire moment, ça c'est au moment où tu peins. Ou bien euh, c'est... où c'est, moi je parle de non, vraiment au moment où oui, tu es sur la peut-être pas au toile. moment où je peins, mais quand je vois ce que j'ai fait, Ouais. Mais moi je euh, parle au moment où tu es sur la toile. Au moment où tu es en train... t'as mis ta peinture dans ton pistolet, t'as trempé ton drap, il va y avoir quelque chose qui va se faire. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis quelque chose ou pas? Peut-être pas, hein, peut-être tu dis rien du tout. je, je pense à Socrate. Oh là, ok. Non, non, attends, on va effacer ça. Euh, Parfois, moi, quand je travaille, je pense à, par exemple, me viennent à l'idée des vers de Rimbaud. J'aime tellement le bateau ivre, bah, tu vois. et il y a certains vers que je me ressasse comme Bah ça. ouais, ouais, ouais. Non, ouais, je me ressasse pas. Mais voilà, c'est pour ça que je dis penser à Socrate, parce que bon, je pense à tout ce que j'ai dans la tête, en fait, pas spécialement. Je n'arrête pas de penser parce que j'ai D'accord. mon tissu à la main, évidemment. À quoi je pense? Peut-être tu pourrais être justement, c'est un moment où tu vas vers le silence. Ça pourrait être ça aussi. Alors, par exemple, tu m'avais posé la question l'autre jour de la musique que j'écoute. Alors, j'écoute de la musique quand je prépare ma couleur. Il y a beaucoup de temps mort, enfin de temps de préparation dans une peinture. Tout n'est pas, tous les moments ne sont pas aussi créatifs. Et donc à ce moment-là, j'écoute de la musique. Oui, j'écoute de la musique contemporaine que j'aime beaucoup, justement pour l'audace des musiciens actuels. Et est-ce Euh, que ça t'arrive que au moment où tu travailles, au moment où tu vas jeter ton drap, tu as en tête une bribe de musique ou un son en particulier, Peut-être, peut-être. un coup de timbale ou Oui, une- peut-être, oui. un- Mais je n'écoute pas de musique ouais, quand tu au peins. moment du jeté du tissu, par exemple, ou au Ouais. moment d'une pulvérisation, enfin, au moment où je vais faire un geste, il faut que je sois dans le tableau complètement. Et là, justement, un rythme ou une musique, un son me dérangerait. Enfin, du moins, j'ai l'impression. Il faut que je me concentre sur l'élan que je donne à mon geste, qui ne peut pas être perturbé par un autre élan, en fait, venu de... À ce moment-là, non, je suis plutôt concentré sur ce que je fais, oui. Et tu parles d'élan. euh, Est-ce que tu as l'impression que suivant tes différents outils, par exemple, ça va être différents types d'élan? Oui, Il y a des choses que tu... Comment tu pourrais dire? oui, bien sûr, parce que j'ai parlé de tissus pliés, froissés, ils sont plus ou moins grands, selon le format du tableau en cours. Si c'est un grand drap, par exemple, je fais un geste qui va engager mon corps, comment dire, mon centre de gravité, je dirais. Je vais lancer le bras, si au contraire j'utilise le pistolet à peindre pour contourner, là dernièrement j'ai contourné des silex que je prends dans le jardin, là par exemple, pour faire des sortes de trouées dans le tableau. Là, mon geste est plus limité, peut-être. Il est plus. Oui, bien sûr, l'élan n'est pas le même. Alors, il Il y y a a peut-être des moments peut-être. aussi où il y a des choses qui sont posées, au Oui. contraire, plutôt que jetées. Et puis Je parfois, me souviens une fois, j'arrache, je t'avais parfois, vu je. travailler, tu étais avec ton pistolet et le pistolet était vide, enfin c'était simplement de l'air et tu Oui, et je poussais. pousse. Oui, je peux faire ça aussi. Je pose une tache de couleur et puis je pulvérise, mais là, oui, de l'air qui étale la couleur et puis qui fait même des sortes de bras de. euh, J'ai l'impression que même la façon dont tu le dis, tu dis j'étale la Oui, couleur. voilà, Il y a une sorte de,
euh, d'expression d'une certaine énergie, d'un certain mouvement. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Donc là, évidemment, chaque geste possède sa propre énergie. Parfois aussi, quand j'arrache, je jette du tissu je peux aussi presser avec un rouleau, et parfois non. Je jette et je relève tout de suite le tissu. Alors là aussi, c'est quand même l'expérience. C'est vrai que alors, le résultat est toujours inattendu, ou du moins non contrôlé complètement. Mais là aussi, j'apprends quand même. Il y a des moments où quand même, je devine ce dont j'ai envie, en fait. Quand tu dis c'est non contrôlé, c'est la forme à laquelle tu aboutis qui est non contrôlée, ou bien est-ce que c'est aussi la qualité du geste qui est Bah, la pas contrôlée? qualité du geste, j'essaie de la contrôler un peu. D'accord. C'est le résultat plutôt qui est inattendu. C'est-à-dire que, oui, je donne l'impulsion, je donne une direction au geste. Est-ce que tu pourrais dire que finalement dans tes tableaux, c'est pas tellement le résultat qui t'intéresse, mais la qualité du geste, la qualité de l'énergie Pas tout à fait. dont la forme est la trace? Pas tout à fait, parce que c'est la trace qui va rester et donc qui va donner son énergie au tableau. Donc je peux pas dire que c'est seulement le geste qui m'intéresse, non. Ce geste a un but. On a besoin de la trace pour voir la qualité du geste. Bah oui, oui. Et c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans la peinture. C'est, je pense que par rapport à tout ce qu'on évoque de profusion d'images et d'intelligence artificielle ou des choses comme ça, je pense que humainement, la peinture a sa place dans l'avenir en tant que rapport à la matière. Et justement, ce fait que la couleur, bon, c'est pas seulement propre à la peinture, d'ailleurs, c'est toute utilisation d'une matière, que ce soit une matière littéraire ou une matière sonore, peut-être, aussi, enfin, toutes sortes de matières, mais c'est que la matière entre en dialogue avec ce qu'on lui fait faire. Elle réagit, c'est vivant. La couleur, c'est quelque chose de vivant, la peinture. Et ça, je pense que c'est indispensable à nos vies d'humains. Et cette notion de geste, de qualité du geste, d'énergie et tout ça, tu penses que c'est spécifiquement contemporain, ou bien tu trouves ça aussi dans les peintres, Ah oui, je le trouve dans des autres peintres, chez les autres peintres anciens même. par exemple? Oui, bien sûr, mais même les peintres les plus, je dirais, les plus fins, délicats, qui peignent avec des petits pinceaux, je pense à Memling, à Raphaël, mais bien sûr qu'ils ont l'énergie du geste. Alors, leur énergie ne sera pas la même, ou plutôt les traces de leur énergie ne seront pas les mêmes, mais chez Raphaël, il y a l'énergie de la ligne, il y a autre chose là aussi. Il y a la représentation figurative d'une Vierge avec l'enfant Jésus, mais il y a toute la ligne de la draperie, justement, de son manteau, de sa robe, du vent qui l'entoure, qui souffle, le souffle. Et ça, on le retrouve, je crois, dans toute peinture. Je pensais, quand je te posais cette question, je pensais à Titien, à Franz Hals et à Van Gogh. Ouais, C'est ça, tu vois des liens avec ce que tu fais? oui, bien sûr, oui, 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 oui. Oui, même si c'est une toute autre peinture et puis que ce sont d'autres siècles, mais oui, je vois des liens dans la mesure où d'abord je vois les couleurs qu'ils ont employées, comment ils les ont assemblées, quel effet ça fait. Alors évidemment, je pense à la Van Gogh et à des couleurs formidables. Bon, évidemment, pour lui, c'était un ciel étoilé, un arbre, un champ de blé. Mais
il y a le souffle, il y a aussi ces tableaux ne sont pas figés, non, en fait, malgré la représentation réaliste, figurative. Comment fait-il pour que le champ de blé paraisse mu par le vent? C'est bien une énergie. Oui, oui, oui. Oui, je trouve tout à fait des liens, même si peut-être personnellement je n'ai pas envie de représenter un champ de blé, mais peut-être que j'ai l'impression, peut-être que dans le meilleur des cas, je représente quelque chose qui n'est pas si éloigné, en tout cas, de la respiration, de la sensation d'être dans un univers, quand même, dans un espace. Enfin, je parle d'espace. Enfin, oui, le tableau n'est pas complètement plat, il a une profondeur. Et donc cette profondeur, c'est un espace dans lequel, j'espère, on peut vivre.